Alors, je reprends donc pour cette seconde partie de la séance du mardi 4 mai 2021 et je m'attarde un moment sur le point 4.4.2 qui porte sur la séparation du cosmos aristotélicien en deux régions, respectivement sublunaires et supralunaires, deux régions qui sont séparées par une frontière définie par la trajectoire, par le cours de la Lune sur sa trajectoire circulaire autour de la Terre. Alors, comme je l'avais dit, cette frontière a une signification qui va au-delà de sa réalité cosmologique, astronomique. Elle a une signification philosophique et même métaphysique. Parce que, et comme je l'ai dit, il faut revenir pour le comprendre à Platon, parce que cette frontière, je dirais, est la manifestation, l'expression, le symptôme, si vous voulez, d'une difficulté philosophique fondamentale qui affectait le système de Platon. La philosophie de Platon est tout entière fondée sur la séparation d'un monde sensible et de ce qu'on appelle, même si l'expression n'est pas tout à fait platonicienne, un monde intelligible. En vérité, Platon parle d'un lieu intelligible, topos noetos, le lieu intelligible. Alors que signifie cette séparation? Pour le dire assez vite, parce qu'il faudrait évidemment ici reprendre de façon détaillée toute la philosophie platonicienne, il s'agit de ceci que nous avons besoin pour penser la réalité, nous avons besoin pour dire la réalité, nous avons besoin pour agir dans la réalité de nous référer à des entités, à des êtres, à des réalités de nature immuable, et de nature immuable parce que de nature purement intelligible. Évidemment, si je parle, je vais prendre un exemple, si je parle de justice, je vais évoquer des actions justes, des actions injustes, je vais parler de rémunération plus ou moins juste, je vais m'intéresser à la question de la justice pénale et je parlerai d'une peine injuste ou d'une peine inique. Je vais m'intéresser à des considérations économiques et je vais dire par exemple qu'il est injuste ou inéquitable que dans nos sociétés on observe de telles disparités par exemple de revenus ou de patrimoine, et j'aurai toujours dans ces cas affaire à des particularités, à des particularisations du juste et de l'injuste. Mais il est bien évident, au moins pour Platon est-ce évident, et je pense que si nous y réfléchissons, nous nous apercevrons qu'aucun d'entre nous ne peut échapper à cette évidence. Nous nous apercevrons que si nous voulons sérieusement pouvoir qualifier telle conduite, tel comportement, telle situation, une rémunération, une sanction pénale, une punition administrée à un enfant, une note donnée à un élève, si nous voulons sérieusement parler de tout cela en termes de juste et d'injuste, il faut bien que dans le jugement, ceci est juste, dans le jugement, ceci est injuste, ou dans ces jugements, ceci est plus juste ou moins juste que cela. Il faut bien que la notion de justice ait une signification qui ne peut pas varier, qui ne peut pas changer, qui ne peut pas se métamorphoser d'un moment à l'autre, d'un premier moment qui concerne tel jugement à un deuxième moment qui va concerner tel autre jugement, que cette notion de justice ne peut pas non plus changer d'un individu à l'autre et qu'il est impossible de discuter, par exemple, entre deux personnes sans que ces deux personnes se réfèrent à une idée de la justice qui n'est ni l'idée de la première, ni l'idée de la seconde, qui n'est pas l'idée de la justice que se fait, selon l'expression courante en français, ce n'est pas l'idée qu'un tel se fait de la justice,
qui pourrait très bien différer d'ailleurs de l'idée qu'il se faisait hier ou de l'idée qu'il se fera demain de la justice. Il faut qu'il y ait une idée majuscule de la justice et que cette idée, pour que les jugements de valeur sur les conduites, sur les règles, sur les lois, car une loi peut être juste ou injuste, eh bien que tous ces jugements se réfèrent à une entité immuable. Mais cette entité immuable, elle ne peut pas être du même ordre que sont les actions, les discours, les rémunérations, les sanctions pénales, qui sont des choses de ce monde, qui sont en nombre infini, ou plutôt indéfini, et qui changent d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, d'un lieu à l'autre. Il faut bien que la référence à laquelle je me rapporte pour porter des jugements, que ce soit des jugements de valeur ou des jugements de fait, sur des réalités de ce monde, il faut bien que ce à quoi je me rapporte ne soit pas de ce monde, en ce que ce à quoi je me rapporte n'est plus, par exemple, dans le cas de la justice, ce à quoi je me rapporte quand je fais référence à ce qu'il y a de juste ou d'injuste ici ou là, en ceci ou en cela, il faut bien que ce à quoi je me rapporte ne puisse plus être quelque chose que je puisse voir de mes yeux ou toucher avec mes mains. Il faut que cette réalité, la justice, reçoive une signification qui prendra son contenu non plus dans une perception sensible, mais dans une définition. Si quelqu'un me dit, ah, mais c'est très injuste ce qui est arrivé ici, je lui demanderai, mais qu'est-ce que tu entends par justice? Qu'est-ce que c'est que la justice? Comment est-ce que tu définis la justice? Sans quoi, nous discutons évidemment dans le vide. Et par conséquent, la définition qui va nous donner accès à la réalité de cette chose dont nous parlons et qui n'est aucune des choses particulières à propos desquelles nous parlons dans ce monde, eh bien, la définition doit renvoyer à une réalité que Platon appelle essence, que Platon appelle alors on a traduit quelquefois par idée majuscule, on parle plutôt aujourd'hui de formes intelligibles. Platon estime, et je pense qu'il estime à juste titre, à bon droit, que nos jugements doivent toujours renvoyer à des formes intelligibles. Intelligible, cela veut dire qu'on ne peut pas leur trouver de définition qui soit épuisée par la monstration, par l'exhibition de ceci ou de cela. Car si je montre un arbre, je ne définis pas l'arbre, je ne montre que tel arbre en particulier. Si je dis « ah mais ça c'est très injuste », je ne définis pas la justice. Et donc les occurrences particulières qui correspondent à autant de possibilités d'arbre ou de justice ne sont pour aucune d'entre elles l'arbre ou la justice. Or, si je veux énoncer une proposition scientifique sur l'arbre, je dois bien parler de l'arbre et non pas de tel ou tel arbre. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup de propositions scientifiques qui valent pour l'arbre en général, c'est-à-dire qui vaillent pour tous les arbres. Encore que je pense qu'il y en ait. Il y en a certainement des propositions de ce type. Mais une proposition scientifique ne peut avoir de signification que si les concepts qu'elle contient, auxquels elle se réfère, sont des concepts dont la signification est invariable, immuable et purement, pour cela, intelligible. Et donc, il faut, pour que le monde dans lequel nous vivons soit pensable, soit dissible, et pour que nous puissions y vivre et y agir conformément aux exigences qui sont celles de nos valeurs, il faut qu'il y ait un autre monde que celui-ci. Il faut qu'il y ait un autre lieu, un autre topos que le lieu sensible, il faut qu'il y ait un topos, un lieu intelligible. Ce lieu dans lequel nous sommes sans y être, car évidemment nous vivons dans le monde sensible, mais que nous devons habiter d'une autre manière pour que ce monde sensible soit lui-même habitable à la façon dont il faut bien que nous l'habitions de la naissance à la mort. Eh bien, ce topos noétos, ce monde intelligible, est un monde qui est peuplé de ces réalités auxquelles nous nous référons lorsque nous pensons, lorsque nous parlons, lorsque nous agissons. Mais ce monde intelligible, précisément parce qu'il est de nature intelligible, est
séparé par une frontière absolument, on va dire, euh, impénétrable du monde sensible. Le sensible n'est pas l'intelligible. Dans le sensible, et c'est ce qui fait l'intérêt du sensible, il y a à voir, il y a à toucher, il y a à sentir, il y a à odorer, il y a à goûter avec le goût, il y a à, je dirais, entrer en relation avec des objets qui ont ces propriétés de n'être jamais les mêmes, d'une part les uns que les autres, mais jamais les mêmes dans le temps, puisque précisément, comme le disait Héraclite, tout s'écoule. Mais pour que je puisse dire « Ah tiens, le fleuve coule », il faut bien que quand je dis le mot fleuve, la notion conserve la même signification durant le temps que je prononce l'énoncé et qu'elle conserve la même signification, le même contenu intelligible, l'idée de fleuve, aujourd'hui, demain, après-demain et hier, avant-hier, chaque fois que j'ai parlé, que je parle ou que je parlerai du fleuve. Et même l'idée d'écoulement. Si je veux parler sérieusement de l'écoulement du fleuve, il ne faut pas qu'elle s'écoule, cette idée, parce que si l'idée d'écoulement s'écoulait, eh bien, elle signifierait d'un instant à l'autre autre chose que ce qu'elle signifiait à l'instant présent, et donc l'idée d'écoulement ne signifierait plus l'écoulement. Il faut donc qu'il y ait de l'intelligible immuable. Et c'est ça le topos noetos, séparé du topos du lieu sensible dans lequel nous vivons. Eh bien, la philosophie de Platon, qui repose sur cette séparation, s'est assez rapidement heurtée, et Platon avait lui-même absolument conscience de cette difficulté, elle s'est heurtée à la difficulté de penser le rapport entre le sensible et l'intelligible. Parce que si je dis, par exemple, que cette œuvre d'art, ce paysage ou ce visage sont beaux, en raison du fait qu'ils participent, c'est l'expression de Platon, qu'ils participent de l'essence intelligible de la beauté, qu'ils en ont leur part. Il faut bien que ce beau visage reçoive quelque chose qui est sa part à lui de la beauté pour qu'il puisse être dit beau. Alors, en effet, je suis absolument convaincu, c'est évident, et Platon le savait aussi, que ce n'est pas exactement de la même façon qu'un visage, un paysage, un coucher de soleil, une œuvre musicale sont des choses belles. Mais il n'empêche qu'il faut bien qu'il y ait une unité de l'idée de beauté, il faut bien que beauté veuille dire une seule et même chose pour que ce qualificatif puisse s'appliquer de façon pertinente à des choses aussi diverses qu'un visage, un paysage ou par exemple une œuvre musicale. Quelle est cette unité qui ne doit pas varier, qui ne doit pas changer, qui ne doit pas bouger, à laquelle je me réfère lorsque je qualifie, par exemple, une chose de belle, comme lorsque je qualifiais autre chose de juste ou d'injuste. Eh bien, la question que va rapidement devoir affronter Platon, après avoir affirmé la nécessité de cette séparation, c'est celle de la participation du monde sensible au monde intelligible. Comment une idée intelligible, une essence, cela se dit en grec eidos, comment est-ce que l'eidos immuable, éternel, un et unique de la beauté peut descendre dans les réalités intelligibles, infiniment variables, infiniment muables, mouvantes et multiples que sont les choses sensibles. Voilà le problème auquel se heurte Platon. Platon va être donc conscient de ce problème, il va même en faire l'objet de certains de ses textes les plus difficiles, peut-être sans doute à mon avis le plus difficile de tous, qui est un dialogue qui s'appelle le Parménide. Le Parménide est un dialogue extraordinairement ardu, en fait, il faut bien le reconnaître, c'est un dialogue à peine lisible, enfin ça se lit, mais à condition de suivre ça, le stylo à la main, et de le recopier sur la feuille que vous avez posée à côté du livre. Eh bien, Platon va affronter cette difficulté sans jamais véritablement la résoudre. Et en héritant de la pensée de Platon, Aristote va hériter de cette difficulté et d'une certaine manière, il est permis de dire que toute la philosophie d'Aristote est une tentative pour conserver
ce qui, du platonisme, ne peut pas être abandonné, dont j'ai essayé rapidement de montrer la nécessité, à savoir cette distinction de l'essence intelligible et de ce qui est sensible, de conserver cette indispensable séparation tout en ne s'exposant pas aux difficultés dans lesquelles Platon se trouvait enfermé. Alors, nous verrons tout à l'heure comment Aristote s'en sort pour ce qui concerne les choses sensibles du monde dans lequel nous vivons. Mais il faut aussi avoir conscience que cette division du cosmos aristotélicien en supralunaire et sublunaire, supralunaire, le monde de l'immuable, le monde de l'éternel, le monde de l'absolu, si vous voulez, et le monde sublunaire, le monde du changeant, le monde du multiple, le monde du relatif, eh bien, c'est une espèce d'exportation de la difficulté platonicienne à l'intérieur du dispositif cosmologique aristotélicien. C'est-à-dire que, au fond, si vous voulez, Platon mettait le divin dans le monde intelligible. On va voir que Aristote le met d'une certaine façon dans le ciel et que cela revient au même tout en reposant sur un schéma différent. Alors, je l'ai dit, en ce bas monde, chez nous, ici-bas, c'est le devenir, c'est la naissance et la mort, c'est le changement, c'est l'altération, c'est le vieillissement aussi. C'est aussi le mouvement local, le déplacement en tous sens des corps. De ces corps qui habitent le monde sensible, notre monde, enfin le monde sensible, l'expression est platonicienne, mais elle n'est pas aristotélienne parce que le monde supralunaire est sensible aussi. Le monde supralunaire, nous le voyons. Nous voyons la Lune, nous voyons les planètes, nous voyons les étoiles, mais dans ce monde sublunaire, les corps sont composés de ces 4 éléments de la physique ancienne que vous connaissez, ces 4 éléments dont les compositions, les décompositions et les recompositions sont le principe du changement permanent de la matière physique ici-bas. Ces 4 éléments, vous les connaissez, ce sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Mais ces éléments ne sont pas tout à fait au sens strict, au sens propre et étymologique, élémentaires. Cela veut dire qu'ils ne sont pas tout à fait premiers. Bien sûr, on peut considérer que tous les corps sont constitués à partir de ces 4 composants premiers fondamentaux. Bon, par exemple, nous savons, nous pouvons imaginer qu'une éponge sèche est composée d'un peu de terre, c'est un solide, mais de beaucoup d'air, en tout cas de beaucoup plus d'air et de beaucoup moins de terre qu'un pavé de granit, dont le poids manifeste très clairement qu'il contient davantage de substances terrestres, de matérialité terrestre, qu'il ne contient d'air, puisque l'air est un corps évidemment beaucoup plus léger que la terre. Mais terre, attention, terre, air, eau, air, feu ne sont pas la terre, l'eau, l'air et le feu que nous côtoyons quotidiennement dans le monde. La terre, ce n'est pas de la terre, cette terre dans laquelle vous creusez et vous semez. L'eau, ce n'est pas l'eau dans laquelle vous nagez ou vous pêchez. L'air, ce n'est pas l'air que vous respirez. Et le feu, ce n'est pas celui qui brûle dans votre cheminée. Il vaudrait mieux parler de principes abstraits et parler non pas de la terre, mais peut-être du terrestre, non pas de l'eau, mais de l'aqueux, non pas de l'air, mais du gazeux peut-être, et enfin, plutôt que du feu, de l'igné, au sens où on parle de quelque chose qui est ignifugé, c'est-à-dire qui fait fuir le feu. Ces 4 éléments ne sont pas tout à fait élémentaires parce qu'ils n'existent que par la composition
de principes qui sont encore une fois des principes abstraits, des principes plus élémentaires encore, qui sont le froid et le chaud, le sec et l'humide. Je vous laisse jouer à ce petit jeu qui consiste à reconstituer les combinaisons les plus élémentaires et vous demander comment, à partir du chaud et du froid d'une part, du sec et de l'humide d'autre part, se constituent la terre, l'eau, l'air et le feu. L'exercice n'est pas très difficile. Alors, je l'ai dit, le monde sublunaire, ce monde dans lequel nous vivons et évoluons, et dans lequel nous avons notre habitat, donc nos pratiques, nos actions, et puis nos affects, nos sentiments, nos projets, etc. Ce monde est un monde dans lequel toutes choses sont en permanence en mouvement. Le mouvement peut n'être pas toujours manifeste, il peut ne pas toujours se présenter avec évidence à nos sens, mais en réalité, dans ce monde, la formule héraclitéenne est satisfaite, pantarei. Sans doute, quand vous vous asseyez devant les montagnes, vous ne les voyez pas se mouvoir. Et c'est sans doute d'ailleurs même l'une des raisons pour lesquelles le spectacle des montagnes nous est esthétiquement satisfaisant, parce qu'il fait un contraste apaisant, reposant avec les changements permanents, avec l'évolution, avec la caducité, la fluidité de toute chose, a fortiori dans un univers social, économique, politique, qui est celui du fugitif, de l'éphémère, de l'évanescent, et souvent pour cela d'ailleurs du futile. Et donc c'est reposant les montagnes, c'est reposant de se dire que non seulement leurs premiers explorateurs dont nous lisons encore les récits les voyaient à peu de choses près, il faut laisser de côté un peu les glaciers, hein, mais les voyaient à peu de choses près comme nous les voyons, et que par exemple si nous avons des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, eh bien ils les verront à peu près comme nous les voyons. Si mes arrière-petits-enfants, je n'en ai pas encore, mais je pourrais en avoir, si un jour j'ai des arrière-petits-enfants et qu'ils font le tour du puy du Bidosso, ils le verront comme je l'ai vu, à très peu de choses près, sauf accident grave, mais c'est peu probable. Ça, c'est satisfaisant dans la contemplation des montagnes. Nous trouvons une autre satisfaction dans la contemplation du mouvement, de la mer. Mais même dans le mouvement de la mer, il y a une certaine permanence dans le retour périodique des vagues, par exemple, ou des marées. Mais que signifie cette immobilité? Nous avons cette immobilité, elle est éminemment trompeuse. Comme dit Alain dans les propos sur la nature, il le dit à propos des montagnes, et il suffirait de s'asseoir suffisamment devant les montagnes pour les voir couler. Si l'on filmait nos montagnes Pyrénées durant suffisamment longtemps et qu'on passait le film en accéléré, on les verrait fondre comme des bougies ou comme des morceaux de glace au soleil. Et donc, cette impression d'immobilité, elle est illusoire. Le mouvement est partout dans le monde surlunaire. Et de la même façon, ou plutôt symétriquement, même si le mouvement semble partout dans le monde supralunaire, en réalité, alors là c'est l'inverse. Dans le monde supralunaire, le mouvement est l'apparence trompeuse d'une immobilité, je l'avais déjà dit et j'y reviendrai. Alors, que veut dire mouvement dans tout le discours que je viens de tenir? Mouvement en grec, c'est kinésis. Kinésis, d'où viennent des mots comme cinétique, énergie cinétique ou cinématique, science du mouvement, je l'avais défini. Kinésis. Mais kinésis, ce n'est pas le mouvement tout à fait au sens qu'a le terme en français, car quand nous entendons le mot mouvement, nous pensons immédiatement en français au mouvement local, au changement de lieu, au déplacement dans l'espace. Or, kinésis en grec, et c'est bien le mot qu'utilise Aristote, kinésis est un terme dont la portée, dont l'extension est beaucoup plus générale. C'est un terme plus général pour englober tout ce qui correspond à ce que nous appelons, nous, plutôt le changement.
même si par ailleurs il existe en grec un terme métabolé, pour dire plus précisément ce que nous appelons changement, si vous voulez, transformation ou métamorphose. Car lorsque nous disons mouvement, je répète, nous pensons plutôt mouvement local, déplacement dans l'espace, tandis que quand nous disons changement, nous pensons sans mouvement local, sans déplacement spatial, la métamorphose, les métamorphoses successives d'une chose qui, localement, spatialement, est immobile. Alors, kinésis, c'est donc le mouvement en général, mais au sens qui d'ailleurs existe en français aussi. Vous savez, le mouvement, quand on parle par exemple en politique, on parlait du parti du mouvement. Ce n'était pas le déplacement local, c'était une espèce de marche en avant, mais qui n'avait rien de spatial, bien sûr. Alors, euh, alors mouvement se distingue chez Aristote selon ce qu'il appelle des catégories, c'est-à-dire des manières de penser l'être. Des manières de penser l'être, des manières donc de dire l'être, de dire ce que sont les choses. Par exemple, selon la substance, c'est-à-dire selon l'être même de la chose, le mouvement kinésis sera, par exemple, génésis, génération, engendrement, naissance, si vous voulez, et il sera symétriquement phtora. Phtora, PHT, phtora, c'est la corruption, c'est la dégénérescence, c'est par exemple la sénescence, le vieillissement. Donc le couple génésis-phtora. Ce sera alors relativement à la catégorie de la quantité, ce sera l'accroissement auxessis, ou bien la diminution, l'amoindrissement, le rétrécissement, l'affaissement, et ça se dit en grec phtisis, avec deux i. Phtisis devient notre phtisie. Selon la catégorie de la qualité, du qualitatif, pourrait-on dire, ce sera par exemple, ce sera la permanence ou l'altération. Ce sera l'altération. Alors cette fois-ci, la transformation, qui se dit en grec alloiosis. Selon le lieu, ce sera la translation, le transport, le changement d'endroit dans l'espace, et ce sera phora, d'où viennent toutes les terminaisons en français en for. Par exemple, la métaphore. Alors, ça, c'est le mouvement phora, transport, translation, au sens qu'a le mot en français, en général, le plus souvent, le mot de mouvement. Alors, ici aussi, pour comprendre tout cela, il faudrait remonter aux problèmes essentiels et fondamentaux de la philosophie grecque, ce que Platon a été le premier à penser. Car la question du sensible et de l'intelligible que je viens d'évoquer, au fond, elle découle elle-même, elle procède d'un problème plus fondamental qui est le problème général du mouvement et du changement. Si je parle de changement, si je dis par exemple, il a guéri, grâce aux soins de ce médecin, le malade a guéri. Je dis, voilà, par exemple, je parle d'un ami et je dirais, eh bien, Joseph a guéri. Voilà, Joseph était malade, eh bien, Joseph a guéri. Mais Joseph malade, Joseph guéri, ce n'est pas le même, évidemment. Ce n'est pas le même, puisque dans un cas, il est malade, dans l'autre, il est guéri. Demandez-lui à lui, et il vous dira quelle est la différence. Il vous dira qu'il n'est plus du tout le même. Et d'ailleurs, il peut arriver qu'on sorte d'une maladie, d'une crise quelconque, en disant, je ne suis plus le même, je suis un autre homme ou une autre femme. Mais alors, si ça n'est plus le même, qu'est-ce que signifie le mot par lequel je le désigne dans le temps où il était malade et dans le temps où il est guéri? Je dis Joseph, mais c'est plus le même, il a le même nom propre. Je dis lui, il, telle personne a guéri, mais ce n'est pas telle personne, puisque ce n'est pas la même. Et donc, il y a là une contradiction dans l'énoncé même du changement, dans l'énoncé même d'une transformation. Dès lors que cette transformation est attribuée à un être, il y a contradiction, parce que j'attribue une transformation qui est le fait de changer d'être à quelqu'un ou à quelque chose que je maintiens dans le statut d'être, en lui conférant un nom propre ou
en le nommant par un prénom ou par une expression, cette chose, ou par un nom commun, le fleuve. Je dirais par exemple, tiens, le fleuve a gonflé, mais c'est plus le même fleuve. D'ailleurs, Héraclite disait aussi, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Et d'une seconde à l'autre, quand assis sur le bord du fleuve, vous regardez le fleuve, vous ne voyez pas le même fleuve. Et pourtant, c'est toujours le fleuve. Il y a là une contradiction dans l'énoncé même que nous prononçons sur le réel, qu'il est impossible de ne pas considérer comme mettant en péril le réel lui-même. De quoi est-ce que je parle lorsque je dis que, de quoi est-ce que je parle lorsque je dis que le fleuve a gonflé, que le glacier a fondu? Je peux même d'ailleurs utiliser un mot qui désigne un non-être. Si je dis par exemple le glacier n'existe plus, le glacier a tellement fondu qu'il n'existe plus, il n'y a plus de glacier. Oui, mais j'utilise toujours le même glacier pour dire du non-être. Comment est-ce que je peux parler de ce qui n'est pas? Ça, c'est une question que les Grecs ont prise au sérieux. Et ça va se transférer sur même la question du mouvement local, avec les fameux paradoxes de Zénon. Car si je dis, par exemple, la flèche tirée par l'archer va de A en B, elle va de l'arc à la cible, elle va, elle se déplace, elle se meut. Et oui, mais comment est-ce qu'elle peut être en mouvement et ne jamais être au même endroit? En vérité, cette flèche, elle ne peut pas véritablement au sens propre se déplacer, puisqu'il faut bien que ce soit la flèche qui se déplace, et qu'en même temps, il faut bien que la flèche ne soit jamais au même endroit. C'est ce que le fameux Zénon d'Élée, et les villes de l'Italie du Sud, ça s'écrit E accent aigu L et accent aigu E, Zénon d'Élée va déployer un certain nombre de démonstrations pour prouver que le mouvement est impossible. Par exemple, il va nous dire, votre flèche, il faut bien qu'à un instant donné du temps, de la durée qui sépare le moment où l'arc l'a projetée, l'a propulsée, et le moment où elle va se planter dans la cible, à n'importe quel instant de ce déplacement, dans cette durée, à l'intérieur de cette durée, il faut bien que la flèche soit quelque part. Si cette flèche est cette flèche, il faut bien qu'en même temps qu'elle est tout court, elle soit ici ou là. Mais si elle est ici, ça veut dire qu'elle ne s'y meut pas, elle ne se déplace pas. Si elle est ici, il faut bien qu'elle y soit, et elle ne peut pas y être si nous voulons penser qu'en même temps qu'elle y est, elle se déplace, c'est-à-dire qu'elle n'y est plus. Et donc, parler d'une flèche en mouvement, c'est parler de quelque chose, au fond, d'impossible. Et du reste, cette impossibilité est établie par bien d'autres preuves, car, va vous dire Zénon d'Élée, il faut bien, par exemple, qu'avant d'atteindre sa cible, la flèche ait parcouru la moitié de la distance qui la sépare de la cible. Mais elle ne saurait avoir parcouru la moitié de cette distance sans avoir préalablement parcouru la moitié de la moitié. Et donc, avant d'arriver à la moitié de la distance qui sépare l'arc de la cible, il faut qu'elle parcourt la distance, la moitié de la distance qui sépare de l'arc de cette première moitié, et ainsi de suite à l'infini. Et nous demandons à cette flèche, même ne considérons que la pointe de la flèche, nous demandons à cette flèche de parcourir en un temps fini, puisque nous voyons les flèches aller de l'arc à la cible en une durée finie, nous lui demandons en cette durée finie de parcourir à cette pointe de flèche une succession infinie de positions. Les positions qu'elle doit occuper successivement, sont au nombre infini. Comment voulez-vous que un nombre infini de positions fasse, en les ajoutant les unes aux autres, une durée finie et une distance finie? C'est impossible. Ça veut dire que vous demandez à votre flèche l'impossible, vous lui demandez de parcourir en un temps fini une infinité de positions. Enfin, vous connaissez peut-être le fameux paradoxe
de l'Achille. Achille court après la tortue. On organise une course de vitesse entre Achille et la tortue. Mais enfin, conscient du fait qu'Achille, quand même, partirait avec un certain avantage, on va donner à la tortue un avantage initial. Et à Achille un handicap. On va dire, par exemple, voilà, vous allez vous affronter sur une distance de 100 mètres. Mais comme Achille court beaucoup plus vite que la tortue, pour que les choses soient moins inéquitables, on va donner à la tortue 10 mètres d'avance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils partent ensemble. Voilà. Au coup de pistolet, Achille, la tortue partent ensemble. Il n'y a pas de pistolet à l'époque d'Achille, je sais bien, mais fichez-moi la paix. Achille et la tortue partent ensemble. Avant de pouvoir espérer rattraper la tortue, il faut bien sûr qu'Achille arrive au point d'où la tortue elle-même est partie. Il faut qu'il fasse les 10 mètres. Et pendant qu'il a fait ces 10 mètres qui séparaient les deux positions de départ, la tortue n'est pas restée immobile. Elle a trotté sur ses petites pattes. Elle est donc un peu plus loin. Elle est un peu plus loin. Une fois parvenue là, au point où était partie la tortue, que doit faire Achille? Parvenir, où elle est maintenant rendue, à ce point qu'elle a atteint, dans le même temps qu'il a mis lui, Achille, pour aller de son point de départ au point de départ de la tortue. Et quand il arrive à ce deuxième point, la tortue n'y est plus. Bien sûr, elle est plus près qu'à l'étape précédente. Mais enfin, elle n'est pas là. Il faut donc qu'Achille maintenant se rende au point qu'occupe la tortue quand il la voit devant lui. Et bien sûr, ça va être beaucoup plus vite fait que dans les deux moments précédents, puisque cette fois-ci, elle est plus près. Il n'empêche que quand il est arrivé à ce point, elle n'y sera plus non plus. Qu'est-ce qui va donc se passer si je raisonne bien? Je m'aperçois que si je donne à la tortue une avance de 10 mètres, Achille peut courir aussi vite qu'il veut, il s'approchera indéfiniment de la tortue, mais ne la rattrapera jamais. Ce qui veut dire que votre mouvement, qu'il s'agisse de flèche, d'Achille ou de tortue, votre mouvement est tout simplement impossible. Vos histoires, on n'y croit pas. Vous croyez que Achille rattrape les tortues. Vous croyez que les flèches atteignent leur cible. Ça, c'est ce que vous dit le sensible. C'est ce que vous enseigne le monde sensible, ou plutôt le rapport sensible au monde. Mais moi, je vous montre en raisonnant, dit Zénon d'Élée, qu'en réalité, cette impression que vous donne le monde sensible, elle ne peut être que trompeuse, elle ne peut être que fausse, elle ne peut pas avoir de réalité. Eh bien, en quoi va consister la grandeur de la philosophie, ou plutôt, en quoi va consister la philosophie elle-même? Comment est-ce que la philosophie va naître? La philosophie va naître chez ces bons hommes, surtout des bons hommes, il y a un peu de bonnes femmes, mais il n'y en a pas beaucoup. La philosophie va naître chez ces bons hommes qui, à une certaine époque, à un certain endroit dans le monde, en Grèce, au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, ont commencé à prendre au sérieux ce genre de questions et à prendre au sérieux la raison, le raisonnement, à un point tel qu'ils en arrivent à se demander comment nous pouvons trancher, comment nous pouvons départager la légitimité, les prétentions respectives du raisonnement et de la perception sensible. Parce que vous savez comment s'y prenait Diogène pour réfuter Zénon d'Élée. Zénon d'Élée, avec ses flèches et ses tortues, il était au tableau, il faisait ses schémas. Je ne peux pas faire de schéma, mais j'espère d'avoir été assez clair pour avoir fait comprendre comment le mouvement était impossible. Zénon d'Élée, il faut l'imaginer au tableau noir, faisant ses raisonnements, ou sans tableau, comme je l'ai fait, et devant la salle, perplexe, incrédule, peut-être médusé, peut-être un peu excité intellectuellement. J'espère que vous êtes un peu tous là à la fois devant vos écrans d'ordinateur. Alors que faisait Diogène? Eh bien, ceci, sans rien dire, silencieusement, il se levait et il commençait à arpenter les allées de la salle de classe, de la salle de conférence. Il marchait comme ça. Ça s'appelle prouver le mouvement en marchant. Manière de défier Zénon. Zénon qui démontrait abstraitement l'impossibilité du mouvement. Diogène qui montrait concrètement
la possibilité et même la réalité, donc la possibilité du mouvement. Seulement la question est celle-ci. Au nom de quoi devons-nous, de préférence au témoignage que les sens nous rapportent des choses concrètes, préférer le témoignage de la raison qui raisonne abstraitement sur ces choses? Qu'est-ce qui nous prouve que le sensible a raison contre le raisonnement? Il faut encore le démontrer. Et si on le démontre, on le démontrera par la raison. Et dans tous les cas, la raison sort vainqueur, elle gagne toujours. L'idée qui est à la racine de la naissance de cette chose qu'on appelle la philosophie, et donc de la science, puisqu'à cette époque-là, c'est la même chose. L'idée qui est à l'origine de ce qu'on appelle science et philosophie, c'est ça. C'est la résolution, une bonne fois, une fois qu'on a découvert ses possibilités, ses potentialités, la prendre au sérieux. La prendre au sérieux. Ne pas dire, oh bah oui, tout ça c'est des raisonnements, tout ça c'est abstrait, tout ça c'est en l'air, ces philosophes, ces scientifiques, ils planent. Nous, on a les pieds sur terre et avec ces pieds, nous marchons. Non, ça ne suffit pas. Zénon d'Élée sera réfuté lorsque, non pas un Diogène quelconque, n'importe qui peut faire ça, se sera levé et aura marché de long en large. Diogène sera réfuté, et ça a été fait. Lorsque auront été mis au point, ça prendra du temps. Ça prendra du temps, car il faudra attendre des siècles avant que soient mis au point les moyens rationnels, intellectuels, scientifiques, mathématiques, pour être plus précis, de réfuter les arguments de Zénon. Zénon se trompait dans ses raisonnements. Ces raisonnements avaient une apparence de fiabilité qu'ils n'avaient pas en réalité. Mais ce n'est pas par la marche, par le déplacement, ce n'est pas par le fait d'atteindre avec une flèche la cible qu'on avait visée, ce n'est pas le fait qu'Achille rattrape la tortue qui va réfuter Zénon, c'est un autre Zénon, je veux dire un autre mathématicien, un autre raisonneur, si vous voulez. Le raisonneur a conservé chez nous une signification plutôt péjorative. Eh bien, la philosophie, et c'est pour ça qu'elle est souvent regardée avec un certain sentiment d'étrangeté, et quelquefois aussi avec une certaine condescendance, la philosophie, c'est le fait des raisonneurs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit, voilà, si vous voulez que vous me montrez que j'ai tort, il faudra autre chose que m'exhiber tel ou tel exemple qui va contre ce que je dis. Il faudra que vous démontriez. Or, le nec plus ultra de la démonstration, et même d'ailleurs, il faut le dire, si on prend les mots en leur sens vrai, le seul endroit où il y a des démonstrations, c'est les mathématiques. Et c'est pour ça que les mathématiques ont toujours fonctionné comme un modèle pour la philosophie, et c'est pour ça que Platon entre, je l'avais dit, fait figurer à l'entrée de son école, de l'académie. C'est pour ça que Platon fait graver cette injonction que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, c'est-à-dire mathématicien. C'est-à-dire s'il n'a pas pris au sérieux les exigences de la raison. La raison, c'est ce qui vous montre, si vous raisonnez bien, pourquoi ceci que vous tenez peut-être au vu du témoignage des sens pour impossible, et non seulement possible, mais réel. Et du reste, c'est bien le spectacle que nous donne la science aujourd'hui, qui est bourré de paradoxes, de choses qui vont directement, diamétralement à l'opposé de nos intuitions sensibles les mieux, les plus profondément, les plus solidement enracinées, pour nous dire, ben non, le monde n'est pas tel que vous le voyez. Et ce qui démontre qu'il n'est pas tel que vous le voyez, ce sont nos raisonnements mathématiques. Si nous n'avions que les raisonnements mathématiques, vous pourriez encore nous soupçonner. Mais nous avons aussi les expérimentations qui ensuite, guidées par le modèle mathématique, mettent en évidence la réalité des phénomènes que nous avons établis par nos équations ou par nos calculs. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui, et c'est pour ça que la science contemporaine
celle à qui nous devons, pour le meilleur et pour le pire, toute nos réalisations techniques, est une science qui est, si vous voulez, zénonienne. Elle est zénonienne, je veux dire qu'elle est rationaliste, elle fait confiance à la raison, serait-ce au prix d'un congé donné aux intuitions sensibles. Et le problème du mouvement, ça va être ce problème-là. Comment penser le mouvement, c'est-à-dire comment penser cette réalité sensible dans un cadre qui en maintienne, qui en conserve l'intelligibilité. Il faut que le mouvement soit intelligible, il est réel, puisque l'expérience quand même ne peut pas nous raconter complètement des histoires, mais l'expérience nous met au défi de penser l'intelligibilité de ce dont nous choisissons de ne pas récuser la réalité. Alors bien sûr, on peut récuser la réalité, mais le pouvons-nous autrement que sous la forme d'un jeu? Si quelqu'un vous dit « Ah non, j'y crois pas, moi », quand tu me dis que tu vas, par exemple, de Tarbes à Lannemezan ou de Lannemezan à Tarbes, j'y crois pas, puisque c'est rationnellement impossible, vous me poserez la question, mais à quoi tu joues en me tenant ce discours? Donc, s'il est attesté, s'il est avéré que nous ne pouvons contester la réalité de l'expérience que sous la forme d'un jeu, il faut rendre compte de l'intelligibilité de cette expérience et assumer l'exigence de la rationalité. La prochaine fois, j'essaierai de montrer comment Aristote s'y prend pour précisément assumer cette exigence et forger un cadre rationnel pour penser le mouvement. Et cela me prendra, vous verrez, quand même un certain temps. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.